je pars demain soir de Guyane pour, non pas de Guyane, pas encore, de l'île d'à côté, on verra les Guyanes la prochaine fois, la Guyane la prochaine fois, pour aller fêter la semaine prochaine mes 85 ans et mes 60 ans de pub. Et j'ai trouvé meilleur. J'ai trouvé meilleur que moi aujourd'hui, parce que plus jeune que moi, et meilleur que moi, il est là, il est au premier rang, il est sage comme une image. Il m'a fait, pendant 5 heures, il a pris 5 heures de son temps pour me faire visiter, arbre par arbre, sculpture par sculpture, œuvre par œuvre, photo par photo, l'incroyable domaine qu'il a construit. C'est pas un business, c'est une œuvre. Et il m'a fait re-aimer votre île. Parce que le premier jour, quand je suis arrivé dans cette île, quand j'ai appris que vos jeunes foutaient le camp, que plus personne n'avait d'espoir, que vous ne croyez pas au futur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je rentre à Paris, que c'est même pas la peine de leur parler. Ils se laissent mourir. Et j'ai compris que la voie, elle était là. La voie, elle était de se prendre par la main, d'oublier que les politiques fassent les choses et qu'il, comme il l'a fait, vous connaissez tous son domaine, comment il a fait un morceau d'île paradisiaque, et je ne vois pas pourquoi. Toute la Martinique ne serait pas paradisiaque, il suffit de se prendre par la main et de le faire. Alors pendant ces 80 ans, j'ai demandé quelle était la définition de mon métier. Et je n'ai trouvé qu'une question. Posée à un annonceur, la question suivante, que devient la neige lorsqu'elle fond? Alors l'annonceur vous fera une réponse d'annonceur, il vous dira, elle devient de l'eau. C'est la réponse de la raison. Elle est stupide cette réponse. Elle est incolore, inodore, sans saveur, elle est de l'eau, elle ne veut rien dire, elle est de la flotte. Eh bien, pas pour moi, pas pour un créatif. Je ne vois pas assez de jeunes créatifs dans la salle. J'espère qu'ils sont là, parce que moi, c'est eux seuls qui m'intéressent. Bon. Ah, ils sont par là-bas. Bon. Eh bien, pour un créatif, comme pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Mon métier, votre qui se destinent à la publicité ou qui sont dans la publicité, ce n'est rien d'autre que de transformer l'eau en printemps. Voilà une bouteille d'eau. C'est de la flotte. C'est du plastique, c'est une étiquette. Cette eau, elle est vendue 1 € dans les hypermarchés. Si je change l'étiquette, là, qui est assez moche en plus, hein, si je change l'étiquette, et que je mets Evian à la place, la même bouteille de plastique, avec le même bouchon, de la même flotte, est vendue 3 €. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est que celle-là ne fait pas de pub, et que Evian fait de la pub, et que c'est nous qui faisons la pub. Bon. Et depuis 20 ans, on met des bébés dans la bouteille. La bouteille d'Evian, quand vous la buvez, c'est pas de la flotte, c'est pas de l'eau. C'est un sérum Bogomolève de jeunesse. Et d'ailleurs, je ne vais pas tenir le coup parce que je n'ai pas d'Evian, donc je vais m'effondrer avant la fin, parce que moi, j'ai besoin de ces picousses de jeunesse que sont Evian. Un film qui va vous raconter ça mieux que moi. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. To the hip hop, the hip it to the hip hop, and you don't stop the rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang bang boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real soul, you heard my voice, but then I brought 2 friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Come and sing that song, that song. Evian, vivons jeunes. Voilà comment on passe d'1 € à 3 €. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous ne voulez pas qu'on éteigne pour mieux voir les films? Parce que le plus intéressant, c'est les films, c'est pas moi. Hein. Oui, vous voulez qu'on éteigne entre les films pour qu'ils soient plus beaux? Ok. Bon. Donc, pendant ces 60 années de vie, j'ai découvert qu'il y avait en fait 3 types de publicité, 3 formes différentes de publicité. La première publicité, c'est la publicité anglaise. Elle part de la tête pour toucher le cœur.
Elle est un peu intellectuelle, elle est assez difficilement exportable, elle marche très bien c'est une île comme vous, l'Angleterre, donc c'est un peu ailleurs et autrement, c'est un peu à part, ils ont quand même fait parmi les plus belles publicités du monde. Puis la deuxième publicité, c'est la mienne. La deuxième publicité, c'est la publicité latine, c'est la publicité de la France, c'est la publicité de l'Afrique maintenant, c'est la publicité de l'Amérique du Sud, c'est une publicité passionnée, publicité passionnante, c'est une publicité qui fait le chemin inverse, elle part du cœur pour toucher la tête. Et puis, la troisième publicité, c'est la publicité américaine. Elle part de la tête pour toucher le portefeuille. Celle-là, elle est bullshit. Celle-là, elle est nulle. Celle-là, elle détruit notre métier. Celle-là, elle ne mérite pas d'exister. Si vous avez une agence américaine pour créer vos produits, quittez-la. On n'a pas le droit de ne penser qu'au pognon. On n'a pas le droit de sacrifier la publicité comme il l'a fait. On n'a pas le droit de déchirer ce qui est l'âme de la publicité, de lui déchirer le cœur. Je disais ce matin, je suis passé devant une pub ici, une affiche. Il y a une voiture laide comme tout, et il y a écrit 4 000 €. C'est pas une affiche, mes enfants. 4 000 €, qu'est-ce que ça veut dire? La pub, c'est pas le pognon. La pub, c'est l'âme. La pub, c'est la vibration. Oh là, j'avais envie d'arracher, de m'arrêter, de cracher sur l'affiche. Et alors en plus, on est obligé de repasser 3 fois devant, comme si une fois ça suffisait pas. Je sais pas quelle est la marque, j'espère qu'elle n'est pas à l'agence, mais on n'a pas le droit de consacrer une affiche. Et il a raison quand il dit qu'il veut supprimer les affiches. On n'a pas le droit d'abord de polluer les villes avec les affiches, et on n'a pas le droit de polluer la publicité avec des affiches qui sont nulles. Donc on va se battre là-dessus. Alors je vais vous montrer mon premier grand film qui a complètement changé ma carrière et qui a été mon premier grand prix. Vous savez, il y a un grand festival de la publicité à Cannes, qui un mois après le Cannes cinématographique, chaque année voit arriver 16 000 publicitaires du monde entier, de tous les pays du monde, et vont juger 40 000 entrées publicitaires, qui soient des affiches, qui soient des opérations d'événements, qui soient des RP, qui soient des spots de pub, qui soient de la publicité digitale, et qui va donner à quelques dizaines simplement de jobs choisis un lion. Bon. Et voilà mes lions. Je vous le montre, on en parle après. Alors là, chapeau. Tu monterais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer, hein. Équipe 4 sur le pont. D'abord, on l'applaudit. C'est pas moi que vous applaudissez, c'est François Mitterrand. Parce que si François Mitterrand n'avait pas existé, cette pub n'aurait jamais existé. Parce que quand on a, j'ai raconté déjà l'histoire ce matin, mais je recommence, c'est la plus belle histoire de ma vie. Quand on a fini de trouver l'idée à l'agence, etc., j'ai tout de suite envoyé une équipe de TV Production à Los Angeles pour voir si on pouvait faire le film en studio. Et puis une autre à Moscou, parce que j'avais appris que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur vieux matériel militaire. Alors dramatique, parce que c'est no en Amérique et c'est niet en Russie. Et je me dis, il n'y a qu'un homme qui peut me sauver, c'est François Mitterrand. On était en 81, je venais de terminer sa première campagne, la Force tranquille, et j'appelle sa secrétaire, Marie-Claire Paluguet, je dis, Marie-Claire, il faut que tu m'organises un rendez-vous avec le président. C'est une question de vie et de mort pour moi, je vais perdre le budget si je n'arrive pas à trouver un sous-marin, un porte-avions. 2 minutes après, il me rappelle, il me dit, le président vous attend.
précipite à l'Élysée. Moi, quand j'allais à l'Élysée, pendant 14 ans, je suis allé tous les vendredis à l'Élysée, travailler avec Mitterrand. Ben, je faisais comme tout le monde, j'attendais dans la salle d'attente, les flics arrivaient, m'amenaient dans le bureau du président. Là, c'est un gendarme qui m'attend en bas, qui m'amène à toute vitesse dans le bureau du président, et c'est le président lui-même qui ouvre la porte. Donc je suis surpris, Monsieur le Président, c'est là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose? Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et il me faudrait un sous-marin. Il dit, Monsieur Gars, mais vous êtes fou? Mais qu'est-ce que vous voulez faire de porte-avions? Monsieur le Président, il faudrait faire de la publicité. Et je lui montre les petites images. On n'a même pas storyboardé le film. On était simplement à l'idée de départ. Bon. Il me dit, mais écoutez, il est ridicule votre film. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Bon. Mais c'est formidable pour l'armée, c'est formidable pour la marine, c'est formidable pour l'aviation. Vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. C'est tellement plus formidable lorsque les présidents avec des porte-avions et des sous-marins font la pub et pas la guerre. Merci, tonton. C'est pour ça que vous l'avez applaudi. Alors, je vais essayer de résumer la publicité, puis on va passer après au corps du délit, c'est-à-dire à ces saloperies de GAFA. La publicité, il y a 3 piliers de la sagesse. La première, il faut imaginer. Il faut trouver une idée que vous avez eue avant vous. Et quand on a créé notre agence avec Bernard Roux, on s'appelait Roux Séguéla à l'époque, on n'avait pas un sou, on démarrait, c'était 68. Moi, j'avais balancé des pavés sur la tête des flics. Je me prenais pour un gilet jaune avant l'heure. Roux, lui, qui était évidemment de droite, était allé défiler avec De Gaulle, mais ça ne nous empêchait pas de nous entendre parfaitement. Et je vois une petite annonce dans le journal de la publicité de l'époque qui dit « Je cherche une idée pour lancer mon produit internationalement. Si vous avez une idée, prenez rendez-vous. » Je prends rendez-vous. Et j'arrive dans un bureau devant un sexagénaire, un peu le fitri, enfin aujourd'hui c'est tellement jeune homme pour moi, c'est accident, mais à l'époque 60 ans c'était la fin du monde. Bon. Et je lui dis, monsieur, c'est mon premier film. C'était un film de cinéma. Hein, on n'en était pas encore. La publicité est arrivée. Elle est arrivée. Faut rester là. Bon. Elle est arrivée dans les années 68. Donc, je lui dis, écoutez, moi j'ai mis tout ce que je pouvais dans ce film. Grâce à mon film, votre produit va devenir célèbre dans le monde entier. Et j'ai pris d'ailleurs comme emblème l'emblème qui va représenter la France du luxe, la France de la beauté, puisque c'est un produit de luxe, de beauté, pas de luxe, mais de beauté, la Tour Eiffel. À l'époque, on n'utilisait pas la Tour Eiffel. Aujourd'hui, elle est à toutes les sauces, etc. Elle est éclairée la nuit. À l'époque, les gens la trouvaient plutôt laide. Les Parisiens ne visitaient pas la Tour Eiffel. Et les touristes commençaient à peine à la visiter. Donc c'était un peu une révolution de l'utiliser. Et je lui dis, voilà, le spot est très simple. Premier plan, un homme marche vers la Tour Eiffel. Vous arrivez sur la Tour Eiffel, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la Tour Eiffel. Donc deuxième plan, l'homme regarde la Tour Eiffel. Troisième plan, horreur, du premier étage de la Tour Eiffel, il y a un homme qui se jette à ses pieds, qui s'écrase. Alors, quatrième plan, l'homme regarde tout de suite ce qui se passe de nouveau et il voit une petite chose qui volette du haut de la Tour Eiffel et qui se pose sur le cadavre. Alors, cinquième plan, gros plan sur la petite chose. La petite chose, c'est une perruque. Et arrive le packshot, Pétrolane retarde la chute des cheveux. Le mec m'a dit, jeune homme, on vous écrira. Ok, il ne m'a jamais écrit. J'y réfléchis, puis je sais maintenant pourquoi ce salaud ne m'a jamais écrit. Il devait porter une perruque. La publicité, c'est tout simple. Ça se résume à avoir une idée. Tout le reste ne compte pas. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Et tant que vous n'avez pas une idée, si vous êtes dans ce métier-là, n'allez pas voir votre annonceur.
gagner du temps, travailler jour et nuit, parlez-en à tout le monde, appeler tout le monde au téléphone, etc. Trouver l'idée. C'est l'idée qui va faire le succès et rien d'autre. Les sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et mon métier à moi, et le métier des créatifs, c'est de créer ces petits bébés idées. Alors, dès que j'ai créé un petit bébé idée dans l'agence, eh ben, je vais voir l'homme de marketing de l'agence. Voilà, lui, c'est l'homme de marketing de l'agence. Et je lui dis, regarde notre petit bébé comme il est beau. Tu vois, mon petit bébé, oui. Et lui, il dit, il n'est pas stratégique. Stratégique. Mais tu racontes, tu viens de naître, son petit bébé. Oh là 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 là. Alors, je lui dis, refais ta copie stratégie et aide-moi à vendre ce petit bébé idée qui est magnifique. Alors, il refait la copie stratégie et ensemble, on va voir l'annonceur. Lui, c'est l'annonceur. Ouais. Je dis, monsieur l'annonceur, regardez notre petit bébé idée, comme il est beau, et il est stratégique. Il me dit, mais il est horrible, votre bébé. Comment voulez-vous que je vende mes produits avec cette saleté? Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire. On va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Le nombre de campagnes, de grandes idées que j'ai vues morner parce qu'un annonceur, justement, n'a pas compris la puissance de l'idée. Quand un annonceur ne comprend pas une idée, vous devez le violer. Moi, dès qu'un annonceur ne comprend pas une idée, j'envoie des roses à sa femme, je téléphone à ses enfants pour leur dire je vous invite à New York, je me couche sur sa moquette, je lui écris une lettre d'amour tous les matins, je lui dis mais c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée, il faut y aller. Bon, il n'y a que comme ça, en les secouant, qu'on arrive à leur faire accepter l'idée. Et il faut bien savoir que la pub est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour. Le plaisir ne suit pas toujours. Et notre job à nous, c'est le passage à l'acte. C'est ce moment incroyable de l'amour où tout d'un coup, on s'aperçoit que l'être qui est en face de vous va être l'être qui commence à vous aimer et que vous aimez déjà. C'est ce moment miraculeux qui est la publicité. Vous allez voir le plus beau film que nous ayons fait pendant ces 60 ans de publicité. Regardez-le. J'espère que vous avez fait le test. Moi, chaque fois que je filme, j'ai les poils qui se hérissent, là, comme ça, cette espèce de truc. Comment on peut aller acheter une Lacoste qui n'est pas signée Lacoste? Comment c'est possible qu'on puisse mettre une Adidas de merde ou une Nike de sous-merde? Comment, après avoir vu ce film, en plus c'est Lacoste qui est l'inventeur de la chemise Lacoste, comment on peut changer de marque? Alors ça, c'est la première nécessité de la publicité. Le premier pilier de la publicité, c'est l'idée. Le deuxième, c'est qu'il ne suffit pas d'idée, il faut durer. Moi, j'ai commencé donc il y a 60 ans, enfin à vraiment construire des marques, il y a 60 ans. Et je me souviendrai toujours d'un grand directeur du marketing qui est devenu président des cafés Jacques Vabre en France. On avait la publicité des cafés Jacques Vabre. On avait fait de belles campagnes pour lui. Et puis, la marque est rachetée par les Suisses, par Jacob Suchard, et il devient le grand patron de tous les grands cafés européens. Il est à Zurich. Et un jour, il m'appelle et il me dit, viens me voir. Donc, je vais le voir. Il me dit, viens, descends avec moi, on va au laboratoire. Alors, il établit un bureau très knoll, etc., là, sur le lac à Zurich, mais comment on descend dans les... Bon. Et là, il m'amène dans une sorte de cuisine, et il y avait 10 tasses, et il met 10 cafés différents. Et il me dit, goûte. Alors, le premier, ça va, le deuxième, je meurs. Tu goûtes et tu recraches. Bon.
il me dit, tu vois les différences dans ces cafés? Je dis, pas vraiment. Il me dit, tu ne trouves pas que celui-là est plus doux? Je dis, oui, oui, peut-être, c'est bien. Il dit, écoute, bon, tu ne comprends rien au café, mais c'est le publicitaire qui m'intéresse. Voilà, je vais lancer un nouveau café. Je vais le lancer au niveau européen. C'est très important pour le groupe. Mais avant que mes équipes de marketing soient au courant et briefent tes équipes de marketing de chez toi à Paris, je te donne 15 jours pour que tu réfléchisses et que tu m'amènes des idées folles. Et puis après, on passera au sérieux, on passera au marketing traditionnel. Et je dis que d'accord, moi je rentre en avion, je commence à travailler dans l'avion, je travaille toujours dans les avions, on travaille mieux quand on est en hauteur comme ça. Bon. Et quand il m'a dit au revoir, sur le pas de la porte, il m'a dit, je te donne carte blanche. J'ai dit carte blanche, pour le faire chier, je vais l'appeler carte noire. Alors je marque carte noire sur ma feuille, je me dis, mais carte noire, mais c'est une marque de luxe. Et ça y est, j'ai ma campagne. Je vais traiter ce café, puisqu'il est plus doux, etc. En plus, il était prévu qu'il soit un petit peu plus cher, comme un parfum. Et donc, je prends les couleurs du parfum. Je prends le noir et le doré. Et puis, j'appelle les gens du conditionnement de l'agence, et je leur dis, regardez, les cafés, c'est horrible, ils sont dans des bocaux de verre. Qu'est-ce qu'il y a de pire que les bocaux de verre? En plus, ça se casse si ça tombe, etc. À l'époque, ils avaient des bocaux de verre. Vous en des boîtes en carton. Qu'est-ce qu'il y a de plus laid que le carton, etc. Moi, je dis, je veux que vous fassiez un packaging noir et or. Si vous connaissez le café carte noire, il est toujours noir et or, il est le premier européen. Mais je veux que quand on le prenne dans ses bras, c'est comme si on prenait les seins de sa femme. Il faut que c'est cette douceur, ce velouté, cette sensualité. Parce que la pub, c'est de l'érotisme, ça n'est rien d'autre que ça, puisque c'est de la séduction. Donc il faut que déjà quand on prenne le paquet, il se passe quelque chose de différent, que l'expérience déjà de l'achat commence là. Ensuite, j'écris le slogan, un café nommé Désir, hein, parce qu'une marque, ce n'est rien d'autre qu'un produit auquel on a donné un ADN, qu'un produit qui est chargé d'une valeur basique. Le café est un moment de désir. D'ailleurs, on veut un café. On ne commande pas un café, on veut un café. Et c'est un moment d'ailleurs assez sensuel, le café. D'ailleurs, vous voyez que le succès de Nespresso, Nespresso est allé chercher le grand séducteur, hein, Georges Clooney, pour faire sa pub, parce qu'il crée le désir. Tout ça est d'une logique absolue. Parce que la pub, c'est très simple, mais ça doit être parfaitement cohérent, ça doit avoir un sens profond, ça doit être spontané et incroyablement réfléchi à l'intérieur de son subconscient. Sinon, ça ne marche pas. Et 3 ou 4 jours après, je suis au Festival de Cannes et je me trouve à côté de Konchalovsky, le grand cinéaste russe, qui venait de faire Maria Slover. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est une beauté absolue, un film d'amour, à mourir, etc. Regardez-le, je ne sais pas s'il est sur Netflix, mais... et il me dit, moi j'arrive en France, etc. Il avait quitté la Russie, qui était à l'époque encore très peu démocratique, elle n'est pas beaucoup plus aujourd'hui. Et je vais m'installer en France, et j'ai besoin de faire des films de pub. Je dis que tu tombes bien, moi j'ai un film qui correspond à Maria Lovers. Donc si tu veux, on tourne le film la semaine prochaine. Bon. Enfin, on prépare le film, parce qu'on tournera après, donc on prépare le film ensemble. Et je me précipite à Zurich. Je vois mon patron et je dis, voilà la campagne. Il me dit, on arrête tout. C'est pas la peine de voir ton agent, c'est pas la peine de me mettre mes mecs de marketing. Tu démarres la campagne dans 15 jours. Et la publicité, c'est ça. Et l'important, c'est qu'aujourd'hui, 40 ans après, Carte Noire est toujours le café le plus vendu en Europe. Carte Noire a toujours pour slogan un café nommé Désir. Carte Noire a toujours comme concept le premier film que j'avais fait avec Konchalovsky, où on voyait un homme sublime, nu, sortir d'une piscine, c'était à Cannes, sortir d'une piscine, s'approcher d'une sublime femme qui est en robe de soirée noire qui la moule, qui a une tasse de café. Lui s'approche d'elle, et comme s'il allait l'embrasser, et au lieu de l'embrasser, la femme lui fait goûter son café. Et par de là, la volute du café. 40 ans, et c'est toujours là. Parce que ce qui compte, c'est de créer des marques et de ne jamais les lâcher. Moi, je m'occupe de Louis Vuitton depuis 60 ans. 60 ans. Et le slogan est toujours le même.
une publicité de Vuitton sans qu'il y ait la signature « L'âme du voyage ». Parce que justement, Vuitton, ce n'était rien. C'était un petit manotier de rien du tout. Donc, la première brochure que j'ai fait pour eux, ça a coûté, leur budget entier, c'était de faire une brochure pour, je crois, leurs 100 ans ou leurs 120 ans, je me souviens même plus. Et peu à peu, ils sont rentrés dans la publicité, et puis ça a été repris par l'homme le plus doué du marketing de luxe et de pub dans la vie, et c'est devenu la première marque du monde. Il y avait 2 magasins, un petit magasin à Paris, un petit magasin à Nice. Il y a aujourd'hui 600 magasins dans le monde. Et ça fait la fortune, en plus, du groupe Arnault et de Bernard Arnault. Mais c'est pareil pour Citroën. J'ai commencé ma vie à 22 ans en partant faire le premier tour du monde d'une voiture avec une 2 chevaux, qui a 2 ans absolument extraordinaires. À l'époque, on ne peut plus faire le tour du monde en voiture. C'était incroyable. J'allais dans des recoins d'Afrique, ils n'avaient jamais vu une voiture. Et alors, une 2 chevaux, là encore plus. Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai garé ma voiture devant un drive-in. Je n'avais jamais vu de drive-in de ma vie. Et il y a un mec qui m'a dit « Vous l'avez construit vous-même, votre voiture ?» C'est ça. Et quand je lui ai dit, mais non, c'est une marque qui m'a invité à déjeuner, etc. Et tout le voyage s'est passé comme ça, dans une espèce d'emportement, et ça m'a permis de découvrir le monde. Et puis, c'est vrai de Lacoste, ça fait 25 ans, 30 ans maintenant que Lacoste était l'agence. C'est vrai d'Air France. Air France était l'agence depuis 70 ans. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est comme l'amour. Il faut faire rimer la pub avec toujours. Moravia disait « La virilité, c'est la fidélité ». Donc, une marque doit être fidèle à son agence, à l'agence de ne pas la décevoir, mais surtout l'agence doit être fidèle à sa marque. Je ne comprends pas les publicitaires qui arrivent, qui font 1 an ici, 2 ans là, 3 mois là-bas, 4 mois ici, qui changent de pays, etc. Non, c'est un travail manuel, c'est un travail qui mérite un travail de sculpteur. Ça se sculpte une marque, comme les sculptures qu'il a dans son parc. Et ça se sculpte jour après jour pendant des années. Parce que ce que la publicité a de formidable, c'est qu'elle dépasse l'humain. Parce que la publicité a inventé l'immortalité. Dieu nous a créés à son image. Merci, mon Dieu. Enfin, il y a un petit défaut de fabrication, parce que lui, il s'est créé immortel, et nous, il nous a créé mortels. Non, surtout à mon âge, je dis quand même, tu aurais pu me donner un petit coup d'immortalité. Allez, donne-moi au moins 50 ans, au moins, de plus. Et toi, là-bas, tu en as pour des siècles et des siècles et des siècles. Eh bien, aujourd'hui, Coca-Cola va fêter ses 140 ans. Mais il a 20 ans. Il a l'âge de sa pub. Et dans 100 ans, il aura toujours 20 ans. Et ça peut durer des décennies, des siècles et des siècles. Tant que la pub sera bonne, les produits ne mourront pas. 80% des marques disparaissent dans un siècle. C'est-à-dire que 80% des marques que l'on consomme aujourd'hui auront disparu à la fin du siècle. Mais restera ces 20% de marques qui, justement, ont un ADN qui traverse les frontières et les ans et qui ont une telle puissance en elles qu'elles ont cette immortalité avec elles. Alors, 30 secondes d'immortalité pour une marque qui, j'espère, aura toujours 20 ans. Et puis j'atterris ici. Oh,
incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. Waouh, applaudissez-moi ce film! Vous rêveriez de ça, hein? Mais c'est ça la publicité, c'est la magie. C'est un film de notre agence BETC, hein, qui a eu tous les prix il y a maintenant 2 ou 3 ans. Alors donc, il faut créer, donc il faut durer, et puis il faut muter. La publicité, elle change pratiquement tous les 10 ans, et on va aborder après la grande mutation qui nous attend, c'est la mutation du numérique. Mais il y a d'abord une mutation sociologique très profonde. Je pense que hier, on vivait pour consommer, aujourd'hui on consomme pour vivre. Ça n'a rien à voir. Et tout le bio, c'est pas des modes en l'air. C'est profond, ça va durer, et ça va chasser la consommation pour passer de la consommation à l'alterconsommation. L'alterconsommation, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Et si vous regardez bien les marques, elles sont toutes en train d'entrer là-dessus. Vous avez Carrefour, qui lui a choisi comme positionnement le tracement alimentaire, produire, montrer que tous les produits viennent directement de la ferme pour être dans votre caddie. Bon. Si vous prenez Evian, il a choisi la santé, la défense de la défense de la santé et de la défense de la santé alimentaire. Si vous prenez toutes les marques, elles sont entrées dans des combats comme ça de très longue durée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la consommation, c'est de vivre mieux dans un monde meilleur. Et ça explique les gilets jaunes et tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que notre vieille société, notre temps d'avant est en train de devenir le monde d'après. Ça va être très violent. Ça va être très violent à tous les niveaux. Parce que vous êtes encore protégés, vous êtes une île, c'est Robinson Crusoe, vous êtes là tous ensemble, etc. C'est loin, la capitale. Bon, mais ça va arriver 1 ou 2 ans après nous. Et donc, plus que jamais, pour accompagner cette déconsommation qui est en marche, il faut passer d'une autre société d'égoïsme d'aujourd'hui. Plus on a communiqué au XXe siècle, moins on s'est parlé. Et donc, moi je croyais qu'on a inventé une société de communication. Non, on a inventé une société de solitude. Et aujourd'hui, les gens parlent devant un écran. Ils parlent à un téléphone ou ils parlent à un écran. Ils ne se parlent plus. Moi, je vois mes jumelles qui ont 20 ans. Leurs amours, c'est « Allô, tu vas, où tu es, tu fais quoi ?» Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de se mettre dans un lit. Non. Mais elles ne finissent pas par se mettre dans un lit. Elles finissent après 3 mois de « tu es où, tu fais quoi ?» etc. sur les réseaux sociaux, à être dégoûtées du mec qui pourrait faire leur bonheur. Mais on marche sur la tête. Hein. Bon, on marche sur la tête. Bon. Donc, il faut passer à cette société coopérative et puis surtout, il faut que les valeurs changent. Il faut passer du secret qui a été l'apanage des politiques pendant des décennies et des décennies à la transparence. Il faut passer de la fausseté. Notre monde est faux. La publicité, elle a trop souvent raconté des sornettes. On a le droit de faire rêver. On a même le droit de tout droit, mais on n'a jamais le droit de mentir sur un produit. Si je vous dis qu'une voiture va vite, comme c'était le cas de la GTI, elle allait très vite. Elle était en plastique, elle était moche comme tout, etc. Mais elle allait plus vite que ses concurrentes. Je n'ai pas menti quand j'ai fait mon film. J'ai fait un mensonge qui dit la réalité. C'est la définition que Cocteau disait de la poésie. Mais je dis c'est la définition de la publicité. Oui, je fais un mensonge d'extrapolation, mais je dis vrai sur le produit. Il faut passer du secret à la transparence, il faut passer de la fausseté à l'authenticité, il faut passer du monologue au dialogue. Il faut arrêter ces monologues sur le net qui sont destructeurs. Il faut arrêter ces réseaux sociaux de merde qui ne savent que charrier de la boue. Il faut passer de la frivolité. Oui, la publicité a été frivole. Moi-même, j'ai été frivole parce qu'il fallait que chaque film soit un exploit, que chaque film soit différent. J'ai peut-être pas donné assez de sens aux marques. Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez devoir faire, les nouveaux publicitaires. Il faut donner du sens, il faut donner de la profondeur, il faut donner des vraies valeurs. Il faut passer du paraître à l'être. On est encore dans le paraître. Et cette génération
notre génération, à nous, elle n'avait pas compris ce qu'était l'être et le paraître. La génération d'après, elle a été vraiment dans le paraître. Puis on est arrivé dans l'être. En début de ce siècle, etc., il y a eu un grand mouvement, etc. Et puis cette génération-là, elle est de nouveau dans le paraître. Alors on commence à lire elle, à courir après les marques, etc. Elle est en train de se dévergonder alors qu'elle a pris la bonne direction. Ça veut dire que aujourd'hui, la publicité, la consommation, c'est moins, mais mieux. Et ce qui est fondamental, c'est que la publicité soit plus juste, plus honnête, plus verte, plus partageuse, plus indépendante, plus ouverte, plus morale, plus sociale, plus sociétale. Vous allez voir le film, qui est notre agence d'Australie, qui cette année a été, selon le journal Adage, qui est notre journal officiel, The Best Job of the Year, c'est-à-dire le film au-dessus des films. Le film qui a tout gagné à Cannes, etc., 3 grands prix, etc. Alors vous vous rendez compte, sur 40 000 sujets publicitaires qui sont envoyés quand vous êtes le numéro 1. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour le créatif australien qui a créé ce film. Une idée tellement simple, tellement belle. C'est ça la publicité d'humain. Elle est là. Et vous pouvez la faire. Notre agence ici, je leur disais ce matin, notre agence d'ici pouvait avoir cette idée-là. Pourquoi vous ne l'avez pas? Elle est d'une simplicité biblique. Pourquoi vous allez chercher midi à 14h alors qu'il faut aller à la racine des choses, qu'il faut aller à la racine de l'humain? Regardez le film. Now, if you're heading to the Pacific island of Palau, you'll be signing up to a new pledge. Human impact on Earth's environment is one of the biggest challenges facing the world today. The small island nation of Palau was feeling these impacts acutely. Tourists were damaging reefs, littering oceans, and poaching protected species. But how could a small local population with limited resources police the high volume of visitors? What if we made the tourists police themselves? Introducing the Palau Pledge, a first-of-its-kind immigration policy for good. All visitors now need to sign an environmental pledge to gain admittance into Palau. Stamped into the passport of international arrivals, the pledge is a formal promise to Palau's children. Children of Palau, I take this pledge to preserve and protect your beautiful and unique island home. To implement this policy, government, the tourist industry and citizens were brought together. A new visa entry stamp was designed and issued in multiple languages, and immigration laws were permanently changed. The joy that comes with the pledge is the recognition that, hey, I can make a difference. But we didn't stop at the passport stamp. We redesigned the tourism experience via a website, an in-flight film, a passport insert, local education, business accreditation, signage, penalties, and collateral. Launched at the UN, the Palau Pledge has been praised by international leaders and groups. Influencers helped inspire people to take the pledge online in solidarity with Palau. Are you already seeing tourists behaving differently? The awareness level is very high. Leonardo DiCaprio has been quick to endorse the pledge. The reaction on social media has been widespread. The Palau Pledge has raised global awareness of the responsibility this generation has to the next. But its biggest impact is local, in Palau. I hope my children can see the beautiful place as I see today. Quelle belle idée! Quelle belle idée! Vous vous rendez compte, obliger les gens, sur leur passeport, à s'engager à 5 ou 6 commandements, à ne pas polluer, à respecter les gens, etc., de signer. Et si les gens ne signent pas, on ne les laisse pas rentrer. Ils ont fait 10 000 km pour arriver dans l'île. Les douaniers les refusent. Mais quelle idée de génie! Quelle idée de génie! Le plouc américain qui arrive là, avec ses vernis bas trop grands et ses genoux tordus et ses dollars plein la poche, on lui dit désolé, votre île n'est pas pour nous. Si vous ne signez pas sur votre passeport, et en plus le passeport est gravé, tous les autres douaniers du monde peuvent regarder le passeport. Et tout le monde peut faire ça. Le film ne coûte rien, 3 francs 6 sous. Alors on a beaucoup parlé du passé, on va maintenant parler du futur, on va parler des GAFA. C'est mon 30e livre. Le diable s'habille en GAFA.
et vous allez voir que c'est vraiment un diable. Un livre, ça se juge sur la première page. Si le lecteur ne passe pas à la seconde page, ce n'était pas la peine de lire le livre, surtout quand il fait 200 pages. Donc, vous devez mettre le plus de talent possible, le plus de suspense possible dans votre première page pour qu'on passe à la seconde. Et aussi, la première page doit donner l'esprit du livre. Résumer un peu la vibration du livre. Alors, je vous lis ma première page. J'ai reçu un jour ce mail venu d'une bonne âme en mal de futur. Comme je n'ai pas Facebook, j'essaye de me faire des amis en dehors du vrai Facebook, mais en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je ferai demain. Je leur donne des photos de ma femme, du chien, de mes enfants, de moi, en train de laver ma voiture, de ma femme, en train de coudre. J'écoute aussi les conversations et je leur dis « j'aime ». Et ça marche. Il y a déjà 4 personnes qui me suivent, 2 policiers, un psychiatre et un psychologue. Bon, là, ça fait rire, après ça se gâte. Bon. Alors c'est quoi les GAFA ? Les GAFA, c'est la 3e révolution de notre monde moderne. La première révolution a été la révolution du 19e siècle, qui a fait la fortune de l'Angleterre, qui a construit des bateaux, qui sont partis à la découverte du monde, comme j'aurais aimé naître dans ce siècle-là. Et puis le 20e siècle a été le siècle de la révolution industrielle, qui a fait la fortune de la France, de l'Europe, puis de l'Amérique, puis du Japon, qui ont construit les automobiles, les camions, les avions, qui sont partis à la conquête des marchés du monde. Et la mercantilisation, le marketing est né là, dans ce siècle traversé par les guerres, traversé par les horreurs. Et puis est arrivé le 21e siècle, et on l'a oublié, le 3e millénaire. C'est pas rien de rentrer dans un 3e millénaire. Il ne peut pas être comme le second. Le second n'a pas été comme le premier. Donc c'est une double alerte qu'on a reçue le 1er janvier de ce nouveau siècle, et dont on ne s'est pas rendu compte. On a fêté comme ça, comme des imbéciles. On ne s'est pas rendu compte que tout allait changer. Le capitalisme va mourir. Il en a pour 20 ans, 30 ans. C'est plus possible qu'il y ait autant de riches, de plus en plus riches, autant de pauvres, de plus en plus pauvres. Ça ne marchera pas. Ils finiront par égorger les riches. Si les riches ne comprennent pas, qu'ils aillent tous s'enfermer dans des blocos et qui comptent leur or dans leurs blocos. Bon. Et puis, la démocratie va changer. La démocratie participative, c'est pour dans 3 mois en France. Et c'est bien que les Gilets jaunes, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Ils ont raison dans leurs demandes, dans leurs exigences. C'est pas normal que, à partir, et c'est vrai aussi d'être part entière de la France, c'est pas possible qu'il y ait tellement de Français qui soient de Martinique ou qui soient du continent, qui à partir du 20 du mois sont en train de compter leurs sous et sont pas sûrs de finir le mois. C'est inadmissible, c'est insupportable. Tout ça parce qu'on est grévé d'impôts, tout ça parce qu'on est le pays le plus endetté du monde, on est le pays le plus administré du monde où il y a le plus de fonctionnaires, on est le pays le plus taxé du monde, on est le pays le plus assisté du monde. Alors évidemment, ça peut pas marcher. Heureusement qu'il y a un mec qui est arrivé, même s'il n'a pas toutes les qualités, Emmanuel Macron, qui a dit maintenant ça suffit, on va faire des réformes, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. On ne peut pas s'en sortir autrement. Donc, c'est la fin d'un monde. Et c'est le monde d'après qui est intéressant. Donc, cette 3e révolution, c'est la révolution infostrielle. Moi, je ne veux pas l'appeler numérique, parce que je préfère ce mot d'infostriel. D'abord parce que ça rime avec industriel. Et tout ça, c'est l'information. C'est l'information qui est en train, les données, c'est de l'information, qui sont en train de devenir l'or de ce siècle-là. L'or, ça a été le 14e, le 15e siècle. L'or noir, ça a été le 19e, le 20e siècle. Et l'or des données, l'or numérique, ce sont les données. Alors d'abord, ce livre, c'est un cri d'alarme, c'est un cri du cœur, c'est aussi un cri d'espoir. Je pense qu'on s'en sortira. Mais on s'en sortira si on réagit. C'est un peu comme votre île. Si vous ne réagissez pas, si vous ne donnez pas un vrai coup d'imaginaire,
si vous ne balancez pas un coup de pied dans la fourmilière, si vous ne vous mobilisez pas pour essayer que votre ville devienne tentatrice, elle n'est pas tentatrice. Bon. Oui, quand on arrive chez lui, c'est tentateur. Moi, j'aurais bien planté ma tente là et j'aurais passé une semaine. Bon. Mais quand on arrive, quand on dépend de l'aéroport et qu'on traverse Fort-de-France, c'est pas le Fort-de-France que j'ai connu il y a 40 ans. Donc vous devez redonner l'envie de votre île, reprendre le goût. C'est pas possible que vos jeunes se tirent et que tous les talents partent ailleurs, alors qu'ils ont quand même leur île dans le sang. C'est simplement parce qu'elle n'est pas assez désirable. Vous devez la rendre désirable et n'attendez pas que les politiques le fassent. C'est à vous, à chacun de vous, de le faire. Donc, c'est d'abord, ne peut pas être une critique complète de Google, parce que qui peut vivre sans Google? Qui peut vivre sans Apple? Qui peut vivre sans Facebook? Qui peut vivre sans Amazon? Personne. Donc, il faut bien savoir que de toute façon, il faut les réguler, il faut les encadrer, il faut les limiter, mais il ne faut certainement pas les détruire, parce qu'ils vont changer le monde à leur manière. 70% des flux mondiaux sont sur les GAFA. 70%. Vous vous rendez compte ce que ça représente? S'ils ferment le robinet, tout s'arrête. Bon. 90% des requêtes se passent aujourd'hui sur le net. 90%. 31% des livres s'achètent sur Amazon. Et ça, je ne le supporte pas. Moi, je suis désolé, mais je remercie Amazon. Ils vendent mes livres. Alors, si vous voulez les acheter, comme j'en avais apporté quelques-uns, j'en ai plus, allez le chercher sur Amazon. Mais je ne veux pas qu'Amazon tue le libraire. Moi, les livres, j'ai envie de les acheter chez les libraires. J'ai envie de les respirer. Je mets 2 ans à écrire un livre. Vous allez mettre 2 heures à le lire. Mais je veux au moins que vous me respectiez en allant me choisir chez un libraire qui vous parlera de mon livre, en l'ouvrant, en le feuilletant, en le caressant. Merde, c'est 2 ans de ma vie. Je dis ça, mais c'est vrai de tous les auteurs, sauf les auteurs qui écrivent des conneries. Donc, c'est ça qu'Amazon, sacrilège, il en fait un produit de consommation. Il en fait un numéro, il en fait un envoi postal. Non, un livre, ça doit s'acheter chez un libraire. Comme un saucisson, ça doit l'acheter chez un charcutier. Ça ne se commande pas sur Amazon. Or, il est en train de livrer des saucissons. Je ne sais pas où on l'arrêtera. Bon. Et puis, il faut savoir que c'est une fracture qui est pire que la fracture sociale, c'est la fracture digitale. 30% des humains sont tech incompatibles. Et 30% des Français ne se servent pas du numérique et n'ont pas de téléphone portable. Alors que 98% des Chinois ont un téléphone portable. Vous voyez, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils n'avaient pas de téléphone. Donc, ils sont passés directement au téléphone portable. Ils sont passés directement au numérique. Ils ont sauté dedans à toute vitesse. Alors que nous, on a encore on a les Minitel presque dans les greniers. Donc, il faut bien savoir que, comme le disait Paul Valéry, le temps du monde fini commence et que nous devons entrer dans le monde d'après. C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans une pharmacie et qui dit à la pharmacienne, « Madame, je voudrais un préservatif ». La pharmacienne lui dit, « Écoutez, monsieur, je suis désolé, je vends cet article en boîte, ce sont des Durex, on a la marque Durex pour le monde, ce sont des Durex, mais je ne peux pas les détailler, je ne peux pas ouvrir la boîte. » Et le monsieur dit, je sais, mais moi, je vous propose simplement un marché. Je vous paye les 10, mais surtout, vous ne m'en donnez qu'un. Alors, la pharmacienne, ravie, se dépêche d'aller chercher une boîte de Durex, elle en garde 9 pour son amant, elle en donne un au monsieur, elle encaisse le prix des 10, et au moment de refermer son tiroir caisse, elle dit, mais monsieur, je suis désolé, je vais me glisser dans votre vie privée, mais pourquoi un seul préservatif? Et le monsieur lui répond, madame, c'est que j'essaye d'arrêter. Nous n'arrêtons jamais. Et si nous n'arrêtons pas, voilà ce qui nous attend. Un film de mon agence hollandaise. Mais un peu plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort.
Zazu Cannabis. Applaudis ce film. Fun, sexy, safe. Alors, maintenant, on va entrer dans le lard des GAFA. C'est titré « Gaffe aux GAFA ». C'est quoi les GAFA? C'est 4 entreprises, 4 garçons dans le vent, mais américains et pas anglais, et puis pas doués comme les Beatles, sauf pour le pognon, qui se sont accaparés nos vies. C'est une armée de 800 000 soldats qui sont là pour détruire nos âmes. Alors d'abord, la stratégie, moi j'appelle la stratégie de gafatisation, elle est très simple. Ils achètent, chacun pèse 1000 milliards de dollars. On dit l'argent ne compte pas. Bon. Donc, tout concurrent, toute start-up, toute personne qui invente quelque chose qui peut les gêner, ils achètent à prix d'or. Ils payent 10 fois le prix, 20 fois le prix. Ça n'a aucune importance. Ils détruisent tout. Et donc, évidemment, il n'y a pas de concurrence. Et donc, ça progresse, ça amplifie. On ne sait pas quand ça s'arrêtera. YouTube gêne Google, Google achète YouTube. WhatsApp gêne Facebook, Facebook achète WhatsApp. Et puis demain, il achètera autre chose. Autrement dit, cette bande des 4 est obsédée par la technologie et elle veut faire de la technologie la reine de la planète. Et je ne veux pas de ce monde-là. Et j'espère que vous aussi, vous ne voulez pas de ce monde-là. D'autant que, pour quel monde? Pour quel monde? Un monde qui n'a ni cœur, ni valeur, ni culture, ni mœurs, ni civilité, ni humanité. C'est ça ce monde de merde des GAFA qu'on nous propose? C'est ça la grande réussite de l'Amérique? C'est ça qui va changer le monde? Non, c'est pas supportable. Alors, le progrès, chaque fois qu'il survient en France, crée des accidents collatéraux. Le jour où on a inventé la roue a été inventée il y a 6000 ans dans les contreforts de l'Europe de l'Est, on a inventé les accidents de la route. Mais les États ont eu la bonne idée d'inventer la prévention routière. Moi, j'ai connu, vous n'étiez pas né, l'époque, tu t'en souviens, où il y avait 70 000 morts sur les routes en France, plus que par le tabac. Aujourd'hui, c'est le tabac qui tue même d'ailleurs 90 000 personnes par an. Il n'y a plus que 4 000 ou 5 000 personnes qui meurent sur les routes. Parce qu'il y a eu des campagnes sans cesse de prévention routière, parce que tout le monde met sa ceinture quand il rentre dans une voiture. Moi, je demande des campagnes de prévention numérique. Parce que j'en ai assez que ça esquinte mes gosses, j'en ai assez que mes jumelles soient accrochées à leur truc, j'en ai assez qui détruisent mon métier, j'en ai assez qui pillent. Parce que ce sont des pilleurs qui pillent mes données personnelles. Et donc, il faut impérativement créer, de même qu'il y a des sommets climatiques, des sommets numériques. Et il faut absolument avoir dans ces sommets climatiques et numériques la possibilité d'inventer cette réglementation qui va obliger les GAFA à ne plus nous spolier. Alors, un film horrible, chinois, de mon agence chinoise, de très grands créatifs en Chine. La Chine est en train de se réveiller. Un film qui fait mal à vivre et qui fait mal aux GAFA. On regarde.
Moi, je reproche 3 choses aux GAFA. La première, c'est l'annexion. Ils n'ont qu'une envie, c'est de créer un État numérique qui devienne le premier État du monde. Aujourd'hui, l'ensemble des GAFA, c'est 2600 milliards, c'est le PIB de la France. Dans 15 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le PIB du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand 4 sociétés américaines sont les plus riches du monde, plus riches que les États eux-mêmes, plus riches que les continents eux-mêmes? Et, c'est le deuxième reproche que je leur fais, ce sont des voleurs. Parce que depuis 10 ans, systématiquement, ils volent ce que nous avons de plus précieux, nos données personnelles. Ils le font sans payer leurs impôts. Ils le font sans payer de copyright. Ils le font sans notre autorisation. C'est même pire. C'est pas simplement un vol, c'est un viol. Ils violent nos gosses. Il y a une poupée Barbie qui est sortie il y a 7 ans, avec un petit capteur, qui fait que dès l'âge de 2 ans, quand les gosses disent leurs premiers mots, font leurs premiers pas, tout ça est capté, est envoyé dans les clouds, sera ressorti dans 10 ans, dans 20 ans, pour pouvoir manœuvrer des gosses devenus adultes sur lesquels on saura tout. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la puissance des données, c'est que quand vous les mixez comme ça, vous arrivez à tout savoir sur un individu, alors que nous-mêmes, nous ne connaissons que 20% de nous-mêmes. Vous savez qu'on n'a que 20% de notre cerveau qui fonctionne. Le reste n'est pas encore mis en mouvement. Ça va venir. Et que dans ce que l'on croit que l'on est, tout le subconscient disparaît. Mais eux, avec leurs algorithmes, ils arrivent à savoir ce que c'est. Et le pire, c'est quand même le manque à gagner de chaque terrien. Là, je parle des pays civilisés. Civilisés, c'est pas un joli mot. Des pays qui sont des pays dans un état de finances normales. Bon. Le coût du vol, enfin, la mercantilisation, le rapport pour chaque GAFA de ce vol des données est de 2 000 € par an. C'est-à-dire 500 000 € sur une vie. Pardon, 50 000 € sur une vie. Mais c'est le hold-up du siècle. Mais comment on peut accepter ça? Mais comment les États ne légifèrent pas? Bon. Et on en est à un point où notre vie privée est peut-être déjà morte. Elle peut être étalée partout. Elle peut être envoyée à n'importe quel patron qui veut vous engager, à n'importe quel politique qui fait une campagne. On parlera tout à l'heure des fake news, du scandale des fake news. Et d'ailleurs, Eric Hobvich, qui est un créateur de Microsoft, qui a créé Microsoft, dit « c'est l'attaque de l'esprit humain que représentent les GAFA. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. » Un film, pour rire quand même, parce qu'il faut aussi en rire. Emma. Hein? Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Et v'là pour les GAFA. Bon. Le drame, c'est que nous, les publicitaires, nous sommes victimes et complices. Parce que tout ça s'est passé parce qu'on leur a amené l'argent de nos annonceurs. Et aujourd'hui, 50% des investissements publicitaires aux États-Unis sont sur la publicité online. Et en France, d'ailleurs, ça va arriver aussi à passer le cap des 50%. Et puis, il y a maintenant 1 an et demi, les GAFA nous ont dit, mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais on n'a plus besoin de vous. Nous, on vous donnait 15% de commission quand vous nous apportiez vos clients, mais maintenant on connaît vos clients, on a lié langue avec eux, on n'a pas besoin de vous, les 15% on les fait directement à vos clients. Et si vous n'êtes pas content, en plus on fera la pub. Parce que, pas simplement les GAFA, mais aussi les sociétés de conseil, les Accenture, les Deloitte, les Capgemini se sont dit, mais nous, on fait le marketing des présidents, du marketing des présidents, on est passé au marketing des marques, du marketing au marketing des produits, et pourquoi on ne ferait pas la pub? Et Deloitte, non c'est Accenture. Accenture a créé l'an dernier
10 plateformes créatives dans le monde, c'est-à-dire 10 agences de publicité dans le monde, en une seule année. Donc c'est notre marché qui se rétrécit, et ils essayent d'étouffer complètement, et d'étouffer les agences. Et on voit bien que les grandes agences sont en train de souffrir. Il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers de publicitaires qui ont été mis au chômage l'an dernier. Il y a des groupes comme WPP qui s'effondrent, vous avez Publicis qui a perdu 20% en bourse, et il n'y a que les groupes plus agiles comme nous, plus légers, qui sont raccrochés maintenant à Vivendi, donc qui sont devenus des groupes d'entertainment, on passe de l'advertising à l'entertainment, qui s'en sortent. Bon, mais ne jetons pas les bébés avec le domaine du numérique, parce que le problème, c'est de lutter contre leur omnipotence, leur concupiscence et leur insolence. Et ma solution, c'est pas de dire on va jeter le numérique, on va en parler tout à l'heure, qui est en train de changer le monde, c'est simplement d'obliger le numérique à partager avec l'humain. Tech sans affect n'est que ruine de l'homme. Et tech sans créa n'est que ruine de la publicité. Il faut donc arriver, comme les voitures, à être hybride, c'est-à-dire être à la fois technologique, mais jamais tout technologique, comme veulent l'imposer les GAFA, qui n'ont d'ailleurs aucune idée. D'ailleurs, dans leurs agences, pour l'instant, il n'y a même pas une seule campagne de qualité qui est sortie, parce que c'est pas le même. Ce sont des gens qui sont QI, quotient intellectuel, bon, qui sortent d'ailleurs des grandes écoles américaines ou françaises, etc. Ils ont une machine à calculer à la place de la cervelle. Bon. Et les créatifs, ils sont quotient émotionnel. Eux, ils ont un cœur à la place du portefeuille. Donc, c'est pas la même chose. Ça ne peut pas marcher. Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas sentir ça. Et tout le monde dit que le nouveau média, c'est la data. Non! Le nouveau média, c'est l'idée. Une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Vous appuyez sur la gâchette et rien ne sort. Donc, plus que jamais, c'est le retour de la créativité. Plus que jamais, il faut croire à la publicité. Plus que jamais, et nous, c'est ce que nous faisons, nous rachetons toutes les agences créatives que nous pouvons dans le monde. Nous engageons tous les créatifs que nous pouvons engager. Toute notre stratégie est basée sur le fait de mettre la créativité au centre de l'agence, l'humain au centre de l'agence et le sens au centre de nos campagnes. Et c'est comme ça que nous résistons, et cette année, nous faisons les meilleurs chiffres du marché. Donc il y a bien un rapport de cause à effet. Parce que la tech, c'est notre facilité. C'est facile la tech, vous appuyez sur les boutons, ça marche tout seul. L'affect, c'est notre humanité. C'est notre futur, c'est notre avenir. On ne va pas devenir des numéros, on ne va pas devenir des robots. On reste des hommes et des femmes qui s'aiment simplement, qui s'aiment avec le cœur, qui ne s'aiment pas avec le portefeuille. L'amour sans passion, c'est une gymnastique un peu bête. Je refuse de la pratiquer. Décidons de notre monde d'après, ne laissons pas les GAFA décider à notre place. Un beau film d'amour.
Mais le pire n'est pas là. Après tout, ce n'est qu'un problème d'argent et de réduction de marché. Le pire, c'est que les GAFA sont en train d'imposer une ère de la pensée unique. C'est ça l'horreur de tout. Lorsque Obama est venu faire sa première conférence hors des États-Unis, en France, c'est nous qui l'avons organisée avec les Napoléons, et à un moment donné, il a posé une question sur les GAFA, et il a dit, c'est le premier canal d'infos sur mesure, extrêmement dangereux. Si vous êtes conservateur, on ne vous sert que des news de conservateurs. Si vous êtes démocrate, on ne vous sert que des news de démocrates. C'est une forme de propagande insupportable. Insupportable. Et lui-même a dit, il faut maintenant réguler les GAFA. Quel dommage qu'il ne soit plus président. Parce que c'est pas Bush, c'est pas Trump, c'est toi qui m'as mis Bush à l'oreille, bon, c'est pas Trump qui va appuyer sur le bouton. Le pire de tous, c'est Facebook, c'est Zuckerberg. Lui, en plus, il est d'une arrogance, il est d'un mépris des autres. Quand on pense que ce gosse, il a 30 ans, bon, il a 30% des parts, l'homme le plus riche du monde, il a 30% des parts de Facebook, bon, mais il a 30 ans, il a été convoqué au Sénat à cause des fake news et de tout ce qui charrie, etc. Le sénateur Dick Durbin lui a posé 3 questions. Il lui a dit, écoutez, monsieur Zuckerberg, seriez-vous à l'aise si je vous demandais dans quel hôtel, dans quelle chambre vous avez passé votre nuit et avec qui? Et Zuckerberg a répondu, non, je ne serai pas à l'aise, non. Deuxième question, serez-vous à l'aise si je vous demandais quelle conversation vous avez eue à l'hôtel hier soir avec vos amis et quel secret vous pourriez nous révéler? Et Zuckerberg a dit non, je ne serai pas à l'aise. Et troisième question, lui a dit le sénateur, pensez-vous que vous êtes le boss idéal? Yes, a répondu Zuckerberg, devant l'ensemble du Sénat américain, c'est-à-dire de la plus haute autorité démocratique et morale du monde. Il les a insultés, je me demande comment il n'y en a pas un qui s'est levé pour lui mettre sa main sur la gueule. Un gosse de 30 ans, mais enfin, comment il se permet d'être comme ça alors qu'il est en train de démolir le monde? Bon. J'ai raconté l'histoire ce matin, mais je la recommence parce qu'elle est magnifique. C'était une histoire de Coluche. Quand je faisais la première campagne, chaque année on offre une campagne pour les Restos du Cœur, mais quand je faisais la première campagne avec Coluche, il m'a demandé de venir l'aider. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé, il m'a dit je veux une marque et je veux un logo. Et lui m'a dit les Restos du Cœur. J'ai mis Restos du Cœur, je ne trouverai jamais une meilleure marque, hein, on ne va pas changer. Et le logo, c'est lui qui l'avait dessiné. J'ai simplement remis les choses un peu en place. Mais il m'a raconté une histoire horrible. Il m'a dit pourquoi j'ai voulu créer les Restos du Cœur. Parce que l'égoïsme des Français m'insupporte, que j'ai trop reçu de la France, je veux pouvoir leur redonner. Et il m'a raconté cette histoire incroyable. Il me dit c'est un homme qui marche le long d'une rivière. Et dans la rivière, il y a un autre homme qui se noie et qui crie « Help, help, help !» Et l'homme qui marche le long de la rivière dit « Plus d'imbécile, au lieu d'arrêter, on va nager. » C'est ça l'esprit aujourd'hui. C'est cette espèce d'égoïsme de « et moi, et moi, et moi » qui est insupportable. Si au moins, avec ces 1000 milliards de dollars, chacun d'eux faisait comme l'a fait Bill Gates, quand on a fait Bill Gates et Warren Buffett, s'ils prenaient leur retraite et si, avec ces milliards, ils aidaient les jeunes Africains à acquérir le savoir grâce à l'e-learning, alors on pourrait les comprendre. Alors ils rendraient le monde meilleur. Mais ce n'est pas du tout ça. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a 1 million de terriens qui ne mangent pas à leur faim, qui sont en dessous du seuil de nutrition, qu'il y a 2 milliards de terriens qui n'ont pas l'eau courante, qui parfois mettent 1 heure, 2 heures, 3 heures à aller chercher de l'eau. Quand on pense qu'il y a X, je crois que c'est 300 ou 400 millions de collégiens dans le monde qui font plus de 10 km et parfois 20 km pour aller matin et soir, aller-retour à l'école. Comment on peut accepter que ces mecs, avec ces 1000 milliards de dollars, n'aident pas le monde?
Alors, un film en l'honneur d'un clin d'œil pour Bill Gates. Monsterboard Pentinel, de internationale carrière-site. Alors, que faire? D'abord, les États-Unis, c'est eux qui ont le marché en main. Il suffirait qu'ils utilisent la loi antitrust qui a été édictée en 1850 lors du démantèlement de la Standard Oil de Rockefeller, qui était à la fois avec ses banques et avec son pétrole, qui était maître du monde, exactement comme le sont aujourd'hui les GAFA, et qui a accepté de partager en 4 sa fortune et de remettre à la vente, lui a gardé un quart et remettre les 3 quarts à la vente, qui a relancé l'Amérique, etc. Lui a continué d'être milliardaire, ses enfants d'être milliardaires, ses petits-enfants d'être milliardaires, ça ne l'a pas gêné du tout, mais il a créé le grand boom de l'Amérique parce qu'il a partagé. Il faut que l'Amérique accepte d'obliger les GAFA à partager. Au niveau de la Chine, eux, ils ont compris dès le départ, ce que nous, les Européens, l'avons compris. Quand ils ont vu que démarraient les GAFA, ils ont créé leur GAFA, qui aujourd'hui est en train de devenir presque aussi important que le GAFA américain, et qui un jour va les doubler et va devenir plus important. Donc ce sera mon prochain livre, La guerre des GAFA. Quand on pense qu'en Corée, pays de 35 millions d'habitants, c'est pas la Chine avec 1,2 milliard, ils sont en train de créer leur propre GAFA. Et nous, l'Europe, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe de merde? Nous, l'Europe, on n'a pas été foutus de comprendre le principe, on n'a pas été foutus de créer nos propres GAFA. La France, au moins, elle a créé son moteur de recherche, qui s'appelle Quant. Pourquoi est-ce que vous allez donner votre argent à ces saloperies de GAFA alors qu'il y a un moteur de recherche qui s'appelle Quant? Voyez-le, il est 10 fois supérieur à Google, d'abord parce qu'il a été créé après, il est beaucoup plus graphique, il est surtout tourné vers l'extérieur, c'est un mail d'échange, alors que le Google il est complètement recentré sur lui-même, tout revient au centre, il est centripète alors que l'autre est centrifuge, et il est français. D'ailleurs, nous, Havas, on travaille tous avec Quant, et moi, à l'époque, quand il est venu me voir, je lui avais dit, ça me trottait d'Israël, si tu veux réussir, il ne faut pas toucher aux données, il faut neutraliser les données. Et lui, il neutralise les données. Il ne peut absolument pas, le système est fait pour qu'il ne puisse absolument pas utiliser vos données, stocker vos données, revendre vos données. Allez chez Quant, mince, naviguez, français, un film. Vraiment Made in France. L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français. Voilà, naviguez Quant et mettez des slips français. Quand je venais de créer l'agence, je crois que c'était quelques semaines après, je reçois un coup de téléphone d'Onassis. C'est le milliardaire grec qui avait épousé la Calas. Bon. Il me dit, écoutez, je sais que vous avez dit que vous avez des idées. Moi, je suis en train de créer une compagnie qui s'appelle Olympic Airways, qui va faire la liaison Paris-Athènes, Athènes-Paris. J'ai besoin d'une idée. Je ne veux pas une campagne, je veux une idée comme ça pour qu'on en parle, une idée de RP, que vous remuez un peu les choses, etc. Donc, soyez gentils et essayez d'y réfléchir. Bon, moi, je réfléchis. Et 15 jours après, paraît François. Et à la une de François,
en grande manchette, il y a un titre qui dit la tour Eiffel vendue à la Grèce, elle sera démontée pièce par pièce et transportée par Olympic Airways, la compagnie d'Onassis. Suite en dernière page. Bon. Et moi, le matin, je savais les choses, en me levant, je vais directement à la tour Eiffel. Et je vois 200 personnes, des journalistes de tous les coins, des taxis qui amenaient les gens, le scandale qui naissait, etc., en disant, mais comment on peut vendre la tour Eiffel, parce qu'on est malade, etc. Et j'ai une espèce d'imbécile. C'est le 1er avril. C'est le 1er avril. Bon. Et alors, Onassis, une semaine après, m'a téléphoné, il m'a dit, je suis très content, il ne faut pas savoir, tout le monde en parle, tous les journaux grecs ne parlent que de ça, etc. Je passe pour un héros. Je vous dépêche mon jet privé avec un cadeau spécialement pour vous, il vous sera livré ce soir. Donc j'ai dit, qu'est-ce que ça va être? Mais qu'est-ce qu'il peut m'offrir? Je ne sais pas. Bon, et finalement, c'était une caisse de 12 bouteilles de champagne grec. Je n'ai pas pu le boire. Les fake news. C'était une fake news. Hein. Les fake news. La publicité peut se les permettre, mais pas la presse. Les fake news, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quintus Cicéron, qui était le frère cadet du grand Cicéron, disait, si vous voulez faire de la politique, il faut que vous créiez une rumeur infamante avec corruption, crime et immoralité. Ce sont ses propres mots sur tous vos adversaires. Sinon, ne faites pas de politique. Et les fake news ont toujours existé, c'était le bouche à oreille, c'était le buzz, c'était ça. Sauf que l'interactivité est au bouche à oreille, ce que l'avion est à la voiture ou l'atome à l'électricité. C'est la troisième dimension. Ça prend une telle proportion, ça va tellement vite, les fake news. Elles sont lues 5 fois plus que les vraies news. Parce que, évidemment, les vraies news, bon, de temps en temps, il y en a qui sont spectaculaires, mais les fake news, elles sont écrites pour toujours dire une saloperie quelconque, pour toujours détruire quelqu'un, etc. Et les bas instincts, qui sont toujours ceux qui se réveillent le plus, et donc, elles circulent plus que les vraies news. C'est un anschluss incroyable. Bon. Et il faut bien savoir que la campagne de Trump a été volée, de plusieurs centaines de milliers de votes, c'est prouvé maintenant, c'est prouvé par le FBI, et tout le monde sait que c'est Poutine qui est derrière. Alors si c'est Poutine qui règle les élections américaines, où on va? Mais le Brexit, qui risque d'exploser dans une semaine, le Brexit a été victime de fake news. Ça commence à se savoir, enfin. Et puis la dernière campagne importante mondiale, qui est celle du Brésil, elle aussi a été manipulée par les fake news, et on pense que ça vient aussi de Russie. Donc c'est pas supportable. Quand on pense que j'ai pris des notes, il y a eu 126 millions d'électeurs américains qui ont été touchés par une légion de faussaires qui était basée en Macédoine. Il y avait 470 comptes trolls, il y avait 400 000 robots qui, chacun, ont délivré 3000 vidéos qui ont été vues 300 000 fois. C'est bien que les gens, à la fin, ils ont fini par douter de leur candidat. Ou ils n'ont pas voté, ou ils ont voté Trump. C'est totalement inadmissible. Et, bon, les fake news de presse sont évidemment condamnables. Par bonheur, pas les fake news de publicité. Et je vais vous raconter mon plus beau flop. Non, je vais vous raconter déjà Pétrole là. Non, je vais vous raconter mon plus beau flop. Alors, une campagne d'une de mes agences d'Europe de l'Est, absolument extraordinaire, sur une belle fake news publicitaire. On l'envoie. The strong American pairing of Ruthie Lou Jackson and Bertie Weinberger, firm favourites for another gymnastic gold here in Bucharest. Yes, Stuart, but they've got to prove themselves tonight, and they're going for the highest tariff fault, the flip and dock. Bertie in the foreground, getting into position, checking angles, line and length. They make it look so easy, but it can go horribly wrong. Perfect landing, bang on target. That surely means another gold for the US. The Americans once again proving masters of the precision vault. Et on peut faire mieux.
Il y a la deuxième, là, vous avez vu les deux? Allez, vas-y, envoie la deuxième. Next up then, the Ukrainian pair, Mosienko and Bubka, going for their 4th Trojan gold. Bubka much bigger than last year, an impressive 65 kilograms. That's right, Stuart. She's like a French goose before Christmas. Buttocks and chalk, a Bubka trademark. Mosienko, so at home in a golden vest. But will he go home with a golden medal? There's the spread. Oh, and there's the hoik. Now, can he hold it? Can he hold it? Surely he'll get 3 lights. Yes, he has! Brilliant! Unbelievable scenes here. Mosienko still casting a daunting shadow across the sport of pelvic powerlifting. Ça, c'est de la Felnux possible. Alors, j'en arrive au robot. C'est le pire de tout. D'abord, la France est en retard. Il y a 6 fois plus de robots en Allemagne qu'en France, cherchez l'erreur. Bon. Les Français sont très anti-robots, parce que 1 sur 2 est prêt au robot dans une cohabitation domestique. C'est en train de marcher, etc., pour faire la vaisselle, ça existe déjà, pour faire le repassage qui se fera automatiquement, pour toutes les tâches ménagères. Mais ils ne sont que 8% à accepter un robot dans leur bureau, et ils ne sont que 6% à accepter un robot dans une voiture. Je ne sais pas comment ils vont faire quand les voitures seront devenues des robots. C'est même ils accepteront de rentrer dedans. Donc il y a encore quand même un peu de bon sens chez les Français. Il faut savoir que dans 30 ans, va exister l'homme augmenté, qui aura greffé à l'intérieur de lui la puce, et qui va pouvoir lui faire ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui, qui va réveiller les 80% de notre cerveau qui ne travaille pas, et on ne sait pas où ça s'arrêtera. Entre-temps, les GAFA auront détruit le monde, parce que Goldman Sachs dit que la création de la voiture va mettre 100 000 personnes au chômage à partir de 2022 en France. 100 000 personnes au chômage, tous les ans, pendant X années. Dell, lui, va plus loin. Il dit que 85% des tâches que l'on pratique aujourd'hui vont disparaître. Et donc, ça va créer des chômeurs. S'il y a moins de tâches, il y a plus de chômeurs. Et McKinsey, alors, lui, chiffre à 375 millions le nombre d'emplois qui vont disparaître, qui vont créer des chômeurs en 2030. Et que font les mecs des GAFA? Ils essayent d'inventer l'homme qui va vivre 1000 ans. Il va vivre 1000 ans où? Pas sur la Terre. À partir de 2050, on ne peut plus recevoir personne. Aujourd'hui, on arrive à peine à nourrir 5 milliards d'individus. Quand on sera à 7 à 8 milliards, comment on va faire? Alors, il va vivre sur Mars. Et qu'est-ce qu'il va faire sur Mars? Il va épouser une robote. Qui a envie de vivre 1000 ans sur Mars pour épouser une robote? Ils envoient des centaines de millions de dollars pour fabriquer ce truc-là à la con. Et on le fait, alors qu'ils pourraient aider à porter l'eau en Afrique ou ailleurs. Et je ne veux pas de ce monde-là, je ne veux pas de ce monde QI. Moi, ma vie s'est jouée à 2 ou 3 moments de génie de mes parents. J'étais un élève épouvantable. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Je devrais être dans le Guinness Book des records. Parce que j'étais complètement rebelle. Mon père m'avait envoyé chez les jésuites. Il était à Perpignan, il était médecin à Perpignan. Il avait été élevé chez les jésuites à Montpellier. Et donc il voulait que son fils soit aussi élevé chez les jésuites. Mon père, à l'époque, là je parle d'il y a 70 ans, c'était très compliqué. On travaillait le samedi. Mais quelle connerie déjà d'avoir supprimé le travail du samedi, qu'on a vu qu'on y arrive. Bon, on travaillait le samedi, c'est tout à fait normal, tout le monde était très heureux. Donc mes parents ne pouvaient pas venir me voir. Moi j'étais venu fou, et il y avait un nasillon qui était là, qui un soir était au milieu du dortoir. Il se faisait griller des œufs comme ça, comme le film que vous avez vu sous mon nez. Il y avait une fourchette qui traînait sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris, un monde de folie. J'ai pris la fourchette, j'ai planté les fourchettes dans les fesses. Cri d'horreur, etc. J'ai été viré, évidemment, le lendemain. Et je suis devenu externe. Et j'ai fait chapeau. J'ai tellement besoin de liberté. Je suis descendu dans le bureau de mon père. Et sur sa machine
écrire. J'ai écrit, mon fils a des problèmes pulmonaires, il va passer 3 mois dans un sanatorium à Font-Romeu, donc il reprendra ses cours en revenant. Et pendant 3 mois, je suis allé tous les jours au cinéma. Je voyais 2 fois les films par jour. C'est là qu'est née ma vocation. Alors après, ça a été une vocation contrariée parce que mes parents ont voulu absolument, m'ont dit, mon père, tu es incapable de faire médecine, tu vas tuer des gens. 8 fois pour passer tes bacs. Lui, il avait passé ses bacs avec double mention très bien, et mon grand-père avait passé ses bacs avec double mention très bien. Donc j'étais le déchet de la famille. Bon. Eh bien, mon problème a été de croire un jour en moi. Et mon père a dit à ma mère, écoute, ce petit, ça ne va pas pour son futur, pour ses études, il faut que tu l'amènes à Paris. Il y a maintenant des orientateurs qui sont payés par l'éducation nationale pour diriger vers d'autres métiers. Et me voilà parti avec ma mère à Paris, elle était belle comme tout, elle s'appelait Simone. Moi j'avais 16 ans, peut-être 16 ans et demi, j'étais fier comme un tabac. Et on arrive boulevard Saint-Michel, dans un immeuble qui sentait mauvais, qui était laid. J'ai dit, mais c'est ça l'éducation nationale. Pour moi, l'éducation nationale, c'était le Panthéon. Oh là là. Et j'arrive devant un vieillard décati qui me dit, on va faire des tests. Alors, il me fait des tests de Rorschach, il monte des papillons. Moi, j'étais tellement rebelle que je réponds n'importe quoi. Il ne se rend même pas compte que je réponds n'importe quoi. Il fait ses comptes et il dit à ma mère, écoutez madame, je suis désolé, je suis obligé de vous le dire devant votre fils, ce garçon n'a aucune disposition intellectuelle, il faut le destiner aux travaux manuels. Et ma mère est formidable. Elle a la réaction de sa vie. Elle se lève, elle me prend par la main, elle me dit, mon fils, le cancre, c'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. Et on est allé voir Ken avec Pierre Brasseur. Et elle a téléphoné à mon père, dit, je reste 1 semaine de plus à Paris. Tous les soirs, on a vu 1 pièce, 2 pièces de théâtre. Tous les jours, on a vu toutes les expositions, toutes les galeries de Paris. Et c'est là qu'est née ma vocation. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas fait pour être pharmacien. J'ai fait pharmacie pour faire plaisir à mes parents, mais que je n'étais pas fait pour pharmacien, que j'étais fait justement pour la création. Et le deuxième moment de bonheur de mes parents, c'est que quand je suis rentré en pharmacie, j'avais été tellement cancre, tellement nul, que je me suis vraiment appliqué. Et la première année, j'ai été major. Au point que mon père est allé voir le recteur en me disant, mon fils, c'est pas possible, il ne peut pas être major. Je le connais, c'est mon fils, il ne peut pas être major. Les mecs me disent, mais si, écoutez, il a fait venir les professeurs. Je lui dis, voilà, oui, il est major, bon, voilà, bon. Et alors, il a été tellement estomaqué qu'il m'a offert une de chevaux. Et je suis immédiatement parti avec 2 autres copains pour faire un des tout premiers raids en 2 chevaux, de Perpignan à Karachi. Je ne sais pas pourquoi Karachi, Perpignan parce que c'était ma ville. Karachi qui est la ville la plus laide du monde, alors qu'on aurait pu aller à Lahore, je ne sais pas vraiment. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que c'était très facile de faire le tour du monde avec une 2 chevaux et de faire, dès que j'ai eu terminé mes études de pharmacie, le premier tour du monde d'une voiture en 2 chevaux qui a changé ma vie parce que je n'aurais jamais eu le budget Citroën si je n'avais pas fait ce tour du monde en 2 chevaux. Je n'aurais jamais créé mon agence et je ne serais jamais là aujourd'hui. Merci ma mère. Tout ça pour vous dire que le plus important de tout ce qu'on a pu se dire ce soir, que nous sommes dans le siècle de l'émotion. Le XXe siècle a été le siècle de la raison, des têtes d'œufs, de tous ces politiques, on en paye le prix aujourd'hui, qui ont fait des grandes écoles, qui sont des machines à décérébrer les gens. Ils ont tous le même discours, tous les mêmes mots, premièrement, deuxièmement, troisièmement, que ce soit l'ENA, que ce soit Sciences Po, ou que ce soit les autres écoles. C'est tout ça qu'il faut casser. C'est ça que les Gilets jaunes, finalement, sont en train de combattre aujourd'hui. On est dans le siècle de l'émotion parce qu'on est dans le siècle des médias. Les médias fabriquent de l'émotion, la pub fabrique de l'émotion. Nous fabriquons tous de l'émotion, les réseaux sociaux fabriquent de l'émotion. Donc, qu'est-ce qui peut sauver la publicité? L'émotion. Il y a 1 an, 6 mois, 1 an, les créatifs viennent me voir et me disent, écoute, on a une idée formidable. Et ils me racontent le script. Il dit, mais le film est très cher à faire, je ne sais pas si on va pouvoir convaincre le client, puis le client, il ne comprend pas très bien les choses. Je dis, votre film est formidable, mais on va se battre, les enfants. On est allé voir ensemble le client, et puis j'ai tâché, je dis, écoutez, allez, moi je vais vous trouver un peu d'argent pour que vous puissiez lécher ce film, parce qu'il ne faut pas le rater. Vous allez voir, et ils sont venus 4 mois après, et je me souviens, j'étais dans mon bureau était à côté de celui de Yannick Bolloré, qui est le propriétaire et le président,
J'ai tapé à la glace, il est venu, il a fait le tour, on s'est assis tous les deux, et sur ma tablette, on envoyait le film. Et à la fin du film, tous les deux, on a eu une larme qui coulait. Alors si là, ce soir, il y a quelqu'un qui a une larme qui coule, je viens l'embrasser, surtout si c'est une femme. Regardez ce film avec attention. Regardez. Waouh, quel film. Non. Alors, vous vous rendez compte, pour un distributeur qui ose faire ça, voilà, c'est... Alors, presque fini. Encore un mot sur GAFO GAFA qui est terrible. D'abord, les GAFA, ça va faire des progrès exceptionnels à la médecine, à la biochimie, à l'économie, à l'e-learning, à l'éducation. On ne peut pas remettre ça en cause, c'est génial. Une équipe de chercheurs américains qui a, sur 100 000 images et 100 000 données, a réussi à faire que si vous avez un petit bouton là sur la main, on peut, sur une simple photographie, vous dire si vous avez un mélanome, c'est-à-dire si vous avez un cancer de la peau, si vous allez mourir, ou si vous n'avez rien. Comment on ne peut ne pas aimer cette intelligence artificielle-là? Comment c'est possible? Sans aller aux États-Unis, il y a une jeune start-up française qui, avec exactement les algorithmes, s'est intéressée au diabète de l'œil, à la rétinopathie. Vous savez qu'il y a 430 millions de terriens qui peuvent perdre la vue en 15 jours, 3 semaines. C'est une maladie absolument terrible. Ben, avec les mêmes algorithmes, le même principe, cette équipe de jeunes Français, ils ont moins de 30 ans, on fait que sur une simple photographie, en 2 secondes, on peut savoir si vous avez des risques d'atteinte de rétinopathie ou pas. Comment on peut être contre cette intelligence artificielle-là? Mais en même temps, les chercheurs de Stanford, aux États-Unis, avec le même principe algorithmique, font qu'aujourd'hui, sur une simple photo, on peut savoir si vous êtes homosexuel ou pas. Et je ne veux pas de ce monde-là. Je veux des GAFA du bon Dieu.
tous ceux qui vont guérir le monde. Je ne veux pas des GAFA de 100 ans qui vont se permettre de toucher à ce que nous avons de plus sacré, notre intimité et notre intimité sexuelle. C'est pour ça que il est capital que nous cultivions l'esprit critique. Qu'est-ce qui nous différencie des singes? Nous avons l'esprit critique. Si les singes s'ennuyaient, ils seraient des hommes. Et qu'est-ce qui nous différencie des robots? C'est qu'ils ont l'esprit crypté. Les robots sont des imbéciles. Les ordinateurs sont des imbéciles. Un ordinateur, il peut traduire un livre en 20 langues en quelques minutes, mais il ne peut pas le lire. Alors, ça sert à quoi? Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ces choses-là. Et plus que jamais, il faut créer. Alors, je vais essayer de vous donner ma définition de la création. C'est tout simple, c'est une autre façon de penser. Et je rêve un jour de faire un spot où on est dans une école. Les gosses ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a une jeune maîtresse qui est là et qui va au tableau et qui, dans le tableau, dessine un arbre. Et dit, dans cet arbre, il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et au premier rang, il y a une petite fille qui dit, moi je sais madame, il en reste 7. Bravo, lui dit la maîtresse. Voilà, c'est ça. C'est les mathématiques, c'est la soustraction. Mais au dernier rang, il y a un petit garçon qui se lève et qui dit, mais non madame, mais non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas débiles les oiseaux. On pensait bien que quand on est dessus, ils sont tirés, il en reste 0. Et la maîtresse lui dit, j'aime bien ta façon de penser. Mais tu vois, il faut que tu comprennes que les mathématiques, c'est toi, tu es la passion, toi, tu es la poésie. Les mathématiques, ce sont les chiffres. Alors, surtout, garde ta façon de penser, mais comprends bien que les mathématiques, comme elles sont. Alors, le petit garçon s'enhardit, écoutez, madame, moi, à mon tour, je vais vous poser aussi un petit problème. Dans un jardin public, sur un banc, il y a 3 femmes. La première femme mord dans une glace. La deuxième femme lèche une glace. La troisième femme suce une glace. Quelle est? La femme mariée. Alors la maîtresse, un peu gênée, dit et la troisième? Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Voilà le film du centenaire de Citroën. Je crois que le patron de Citroën est là, en son honneur. Et puis vous allez voir un petit gimmick au milieu du film. C'est le film qui a commencé à sortir un peu, mais le vrai qui est là va sortir dans 3 mois pour le centenaire de la marque Citroën. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur les 100 ans de pub Citroën que je vous enverrai. Il sera fini au mois de mars. Et voilà le film qui va l'accompagner. So you think
same love for freedom, inspired by you since 1919. Alors je finis par les deux derniers films, un film terrible, peut-être le film le plus dur que j'ai jamais vu de ma vie, et un film d'espoir. Le film terrible, c'est un film sur la guerre, et ce qui est le plus terrible chez les GAFA, c'est qu'ils sont en train d'inventer les robots tueurs. La NASA a déjà lancé le projet, enfin le programme, on n'en est plus au projet, au programme. Les robots tueurs, ce sont des robots de 2 mètres de haut, qui sont carrés, qui sont chargés de munitions qui, dans un rayon de 20 à 30 km, déciment tout ce qu'il peut y avoir. Ils sont, en même temps, ils peuvent marcher sur terre, sur mer et dans les airs. Ils sont 360 degrés. Et c'est terrible parce que ça devient une guerre où il n'y a ni peur, ni honte, ni désertion, ni cimetière, ni deuil. C'est une guerre sans guerrier, c'est une guerre sans conscience, c'est une guerre sans limite. C'est une simple affaire de dollars. Imaginez que ces robots tueurs, qui vont exister dans 10 ans, soient dans les mains du fou de la Corée du Nord. Que va devenir le monde? Ce n'est pas le monde que je veux pour mes enfants. Et voilà. ايش الحال؟ موجوعة كتير. بعرف يا قلبي، بعرف وحياة الله بعرف، يلا بس انت بطل ما هيك، ها؟ يقبرنوا البطل. انت جاي يا ماما. جاي يا قلبي جاي، وحياتك جاية هلا بتوصل. ساري وين رايحين؟ لوين؟ رايحين لمطرح ما خلقتك. عن جد؟ ايه وحياتك رح يشيلوا لك الوجع كله يا قلبي. ماشي الحال؟ أنا كتير تعبان. بعرف يا قلبي، والله بعرف يا حبيبي، يلا وصلنا. لا قلبي ما تنامي، فتح عينيك طلعي فيه. طلعي فيه ريا من غني غنية. يلا عندي بيسي اسمها سيسي. لا يا حبيبي، لا ما تنامي يا قلبي، وصلنا لا يا حبيبي حيكون كل شيء. يا قلبي هاي ما تمشي. لا يا حبيبي. Waouh! Puissance de la... Waouh! Alors on va finir par un film plus heureux, et on va finir sur un ton plus heureux. J'ai déjà raconté l'histoire ce matin, mais je suis obligé de vous la raconter ce soir, parce que c'est la plus belle conclusion de ce que j'ai pu vous dire. Moi je suis un optimiste, les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute, moi je suis dans l'avion, j'ai pas du tout réussi ma vie, parce que j'ai eu une Rolex à 50 ans, d'ailleurs je n'ai pas eu, c'est ma femme qui me l'a offert quand j'avais 80 ans. J'ai pas du tout réussi ma vie parce que j'ai fait 1500 campagnes, parce que j'ai écrit tant de livres, parce que on a commencé à 2 collaborateurs et que l'on est 20 000 collaborateurs aujourd'hui. Moi j'ai réussi ma vie parce que j'ai trouvé l'amour. Voilà. J'ai 5 enfants. Même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Non. Mais ce n'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est qu'avec Sophie, nous avons fêté, il y a quelques semaines, nos 40 ans d'amour. Et en 40 ans d'amour, nous nous sommes jamais disputés. Pas une seule fois. Jamais tourné le dos dans un lit. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et ce n'est pas qu'on essaye de faire du zèle. C'est que c'est naturel. C'est un don de Dieu. Je remercie Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Celui de l'amour, toujours. Et tous les matins, il y a avant-hier,
Elle s'est levée je partais à 5 heures, je me suis levé à 5 heures du matin, elle s'est réveillée avec moi. Et comme tous les matins, elle m'a dit, mon chéri, tu es beau. Tu es beau? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-eu dans la nuit et m'a planté des cheveux. Un chirurgien esthétique m'a changé. Je me précipite devant le miroir. Devant le miroir, je vois ma sale gueule d'octogénaire décatie. Et je dis, ouf, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, et j'ai les mêmes coïts avec la pub qu'avec ma femme, et la même envie de retrouver la pub que de retrouver ma femme, et ma même envie de ne jamais mentir, de ne jamais trahir, de ne jamais violer la pub. Et plus je l'aime, plus elle m'aime, plus je lui donne, plus elle me donne, plus je l'embellis, plus elle m'embellit, plus je la glorifie, plus elle me glorifie. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tous les jeunes qui sont là et qui demain, j'espère, se destinent à la publicité que s'ils veulent faire ce métier, il y a deux choses. Il faut d'abord avoir la passion de la pub, l'aimer passionnément jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et puis, il faut avoir des idées. Si vous n'avez pas d'idées, changez de métier ou allez chez Publicis. Alors, le dernier film promis, il y a une dizaine d'années, j'arrive à Sao Paulo. Et les créatifs me disent, c'est bien que tu arrives parce que demain, on a une compétition importante. Tu vas venir nous aider à vendre la compétition. C'est obligatoire de la gagner. Bon. Et je dis, écoutez, montrez-moi ce qu'il y a. Et je dis, mais écoutez, c'est nul, les enfants. On ne peut pas y aller avec ça. C'est pas possible. J'ai dit, écoutez, on a la nuit. Il faut trouver une idée. Alors, donnez-moi une directrice artistique. Et moi, je vais écrire les textes. On va trouver une idée. Le lendemain matin, on arrive chez notre client. Film. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, if you stop, I'll kill you. If you stop, I'll sue you. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. I'm coming. I'm coming. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, it's delicious. Delicious. Now. 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 Don't stop. Don't stop. Not so much. Not so much. Faster, faster, faster. I don't feel a thing. I don't feel a thing. Put it all in. Put it all in my name. Alors, le client nous a dit, si vous êtes les premiers à passer, je ne veux pas voir les deux autres, j'achète. J'étais d'autant plus fier que le film a coûté 0 €. Parce que c'est moi qui ai écrit les textes, c'est la directrice artistique qui était belle à mourir, j'ai dû m'accrocher pour ne pas plonger dans ces scènes tellement ils étaient beaux. Et c'est elle qui fait la voix off. C'est elle qui fait la voix off. Alors, je veux dire, quand elle était en studio, qu'elle faisait la voix off, je ne savais plus où me mettre. Et donc, c'est le film qui n'a rien coûté, ce qui prouve que tout le monde peut avoir des idées, et même des idées pas chères. Ciao!